Binta Diallo. C'est à 15h qu'une cérémonie d'obsèques nationale va se tenir à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Hommage à Pape Bouba Diop, arraché à l'affection du Sénégal dimanche dernier. Abdourahmane Diallo, bonjour. Bonjour Binta. Le président de la République attendu donc tout à l'heure à l'aéroport où vous vous trouvez présentement. En attendant, Abdourahmane, racontez-nous l'ambiance sur place. Actuellement, je suis au pavillon présidentiel où doit se tenir les funérailles de Pape Bouba Diop. Actuellement, il y a des chantiers qui sont en train d'être terminés. Il y a les installations électriques et autres. Il y a deux tribunes qui sont installées. L'armée est déjà sur place. D'ailleurs, il y a un corbillard de l'armée de l'armée de terre, de la zone 1, qui est déjà sur place en attendant la dépouille de Pape Bouba Diop. Donc il faut dire que les autorités ne sont pas encore présentes sur les lieux, à part les autorités aéroportuaires qui sont là en train de faire les derniers réglages. Binta Diallo. Merci Abdourahmane Diallo, direction la maison mortuaire. Abdou Diouf Junior, bonjour. Bonjour Binta. Vous êtes à Rufisque et on imagine déjà l'ambiance sur place. Il y a une très forte émotion parce que dans quelques heures, les Rufisquois vont accueillir leur fils Pape Bouba Diop. Vu la demande du président de la République, l'accueil se fera d'une manière sobre à cause de la Covid-19. 10 personnes seulement ont été sélectionnées pour aller l'accueillir à l'aéroport international Blaise Diagne et puis l'amener à la mosquée des HLM. Je suis en ce moment devant la maison familiale de Pape Bouba Diop et quelques personnes viennent sortir pour présenter leurs condoléances. Les imams et notables sont en train de faire des prières pour l'ancien joueur de lance. En ce moment, des personnes sont au terrain, des fans, son ancienne équipe pour préparer l'accueil des invités de demain. Les Rufisquois comptent donc rendre un vibrant hommage à Pape Bouba Diop. Aujourd'hui, aucune manifestation n'est prévue, Binta, mais les images du premier et meilleur buteur sénégalais en Coupe du Monde sont visibles dans son quartier. Un monument est même érigé à l'entrée du terrain des fans à son honneur, Binta Diallo. Pour que soit immortalisé Pape Bouba Diop, Pape Diouf Diagne qui était à Rufisque. Rufisque qui a vu naître Pape Bouba, le héros de 2002, sera inhumé demain dans la ville de Mamkoumba Lambe. Sidi Lamine-Niasse, 2 ans déjà que le Mollah de Sacré-Cœur tirait sa révérence. Le Sénégal se souvient ce 4 décembre du défunt fondateur du groupe Walfadjri L'Aurore. Vous suivez le grand journal à 12h05. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Les cas de coronavirus continuent de prendre l'ascenseur. 80 nouvelles infections, dont 47 cas communautaires. Il y a également un nouveau décès aujourd'hui. On note un rebond depuis quelque temps. Le nombre de cas positifs augmente et cela est dû à un relâchement des populations. Le respect des mesures barrières a fait défaut, selon le directeur de la prévention, qui refute l'hypothèse selon laquelle un rebond est provoqué par la rentrée des classes. Voyons tout cela avec Awambay. L'ouverture des classes n'a rien à voir avec l'augmentation des cas positifs de Covid-19, selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le docteur Mamadou Ndiaye explique pourquoi cet événement n'a pas eu d'impact sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Nous ne pouvons pas le lier à l'ouverture des classes, non, parce que, encore une fois, les élèves ne sont pas venus d'autres continents. Ils étaient dans le Sénégal, ils étaient au Sénégal, donc ils étaient dans les maisons, etc., etc. Donc c'est un argument que nous n'avons pas retenu pour l'instant parce qu'effectivement, en réalité, je vous confirme que nous avons eu des cas. Nous avons commencé à observer une augmentation régulière des cas bien avant l'ouverture des classes. Le docteur Mamadou Ndiaye pense plutôt que cette explosion des cas est essentiellement due au relâchement dans le respect des mesures barrières. Ce rebond, nous l'avons lié essentiellement au relâchement autour des méthodes barrières, notamment tout ce qui est port de masque, tout ce qui est lavement des mains dans tous les lieux indiqués, mais également par rapport également à tout ce qui est rassemblement, nous avons constaté qu'il y a
ces mesures ne sont pas, en tout cas, respectées comme on le souhaitait et qu'il y a de manière globale dans la population une idée qui fait croire que pratiquement l'épidémie est terminée et maîtrisée. Les gens ont baissé la garde et ça, c'est normal à première vue qu'on puisse penser à ce lien entre le regain de cas observés actuellement et la baisse autour de tout ce qui est mesures barrières. Le respect des gestes barrières, l'élément clé qui peut constituer un obstacle à une deuxième vague selon les autorités sanitaires. Les professionnels de la santé n'ont pu tenir leur marche aujourd'hui. Le préfet a refusé au motif de l'interdiction de rassemblement dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. La Convention des professionnels de la santé n'a pas manqué d'afficher sa déception. Nous y reviendrons avec Nafissatou Silla. Le centre de santé de Darou Marnane est sans ambulance depuis plus de 15 mois. Impossible donc d'évacuer les urgences. Le cri du cœur du médecin-chef du centre dans ce reportage de Marema Diop. Depuis plus d'un an, le centre de santé de Darou Marnane est sans ambulance. L'établissement sanitaire rencontre des difficultés pour procéder à l'évacuation de ces malades. Dr Mbakesila, médecin-chef du centre de santé de Darou Marnane. En 2019, on a eu à perdre une ambulance en cours d'évacuation. Heureusement, de retour, il n'y avait pas de malade à l'intérieur. Donc, depuis lors, le centre de santé de Darou Marnane est resté sans ambulance. Chaque fois qu'on a des malades qui doivent évacuer, l'ambulance est sollicitée. Touba, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de structures. Les sollicitations sont nombreuses. Les autres postes également sollicitent la même ambulance. Donc, parfois, il y a un peu de retard. Au-delà de ce problème, le médecin-chef ambitionne de relever le plateau technique du centre de santé. Par exemple, si on avait un SAU, un service, en tout cas, certaines urgences peuvent être prises en charge immédiatement ici, au lieu de les évacuer. Si on avait également une unité de radiologie, ça va faire de telle sorte que certaines urgences traumato ou bien en tout cas même chirurgicales, on peut anticiper sur la prise en charge. Informés, les autorités locales font pour le moment la sourde oreille. Les malades et le personnel du centre de santé espèrent que leur salut viendra du gouvernement. Marema Diop, Touba, RFM. RFM, partout, tout le temps. À Fatick, la campagne de commercialisation de l'arachide se déroule timidement. Seuls les OPS viennent acheter les graines dans les points de vente, des points de vente dont la plupart ne fonctionnent pas correctement. Constat de la direction régionale du développement rural dans son bilan hebdomadaire. Aminata Goudjabi. Ce sont juste près de 322 tonnes de graines d'huilerie qui ont été collectées dans la région de Fatick. Un peu plus de 172 tonnes de semences certifiées sont aussi achetées par des opérateurs privés stockeurs. La campagne de commercialisation de l'arachide est donc timide pour le moment dans la région de Fatick si on se réfère au dernier rapport de la direction du développement rural. Seuls 2 des 38 opérateurs privés stockeurs agréés par la Sonacos s'activent dans les départements de Foundiougne et de Fatick et 95 points de collecte officiels ont été mis en place, mais seuls 13 fonctionnent pour le moment. Cette timidité de la campagne arachidière dans la région de Fatick s'explique par plusieurs facteurs, mais celui lié au problème de financement est le plus indexé par les acteurs. Certains producteurs préfèrent aussi déserter les points de collecte officiels pour aller vendre dans les marchés hebdomadaires où le kilogramme d'arachide est acheté en ce moment à 275-300 francs ou plus, au lieu des 250 fixés par l'État. Aminato Gouyabi, Fatick RFM. La commercialisation de l'arachide à Louga, les opérateurs ont décidé pour cette présente campagne de tourner le dos aux étrangers au profit de Sonacos. Ils ont lancé une opération de sensibilisation pour convaincre les plus récalcitrants. Leur président Mor Mbati au micro de Abraham Paul Pouya. Tous les opérateurs de Louga se sont engagés à vendre leurs graines d'arachide à la Sonacos et l'usine aussi a respecté ses engagements. Nous sommes des Sénégalais avant tout, nous sommes des patriotes et nous devons participer à l'économie de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé de vendre nos graines à la Sonacos et nous sommes d'ailleurs bien organisés à Louga. À Louga, nous voulons vendre les 100% de nos graines à la Sonacos.
Nous n'allons pas accepter qu'un seul camion quitte Louga pour Touba pour vendre les graines aux étrangers. Peut-être quelques opérateurs vont essayer de le faire, mais dès que nous sommes au courant, nous venons discuter avec ces opérateurs pour les convaincre de vendre à la Sonacos parce que l'usine est notre patrimoine. Pas question de vendre les graines à un étranger ici à Louga. Sonacos Louga s'est déjà procuré 1600 tonnes sur les 15 000 que la société a prévu d'acheter. À ce rythme, les objectifs de Sonacos Louga seront atteints. Reportage Abraham Polpouya. Nous sommes à la Sonacos de Louga. Ici, la campagne se déroule normalement. Rien que cette matinée, 31 camions attendent d'être déchargés. Sur l'objectif des 15 000 tonnes de l'usine de Louga, pour cette campagne, la Sonacos a déjà réceptionné plus de 1600 tonnes, selon Morbatilo, président des opérateurs de la région. Si les campagnes continuent comme ça, avec la présence des étrangers, d'ici 2 ans, notre pays n'aura pas une bonne filière arachidière. C'est pourquoi nous demandons aux opérateurs de changer de démarche, mais l'État aussi doit revoir le prix. Il doit au moins se fixer un prix qui ne doit pas varier. Personne ne pourra l'augmenter ou le diminuer. Le syndicat des corps gras qui est en tournée actuellement dans la région salue l'attitude des opérateurs de Louga. Samuel Ndour est le secrétaire général national du syndicat des corps gras. Les autres opérateurs, ils doivent faire comme font les opérateurs de Louga. Ils sont barricadés, leurs graines ne sortent pas de leur région. Ils achètent et ils livrent à l'usine de Louga. Ce qui se fait ailleurs, ce n'est pas normal. Les gens doivent commencer d'abord par approvisionner l'industrie locale. Selon les opérateurs, si la campagne continue à ce rythme à Louga, la Sonacos va atteindre l'objectif des 15 000 tonnes d'ici la fin du mois de janvier 2021. Abraham Polpouy Louga, Radio Futur Média. Les 7000 hectares de culture détruites par les insectes dans le delta du fleuve, l'absence de réactivité de l'État inquiète les riziculteurs, mais le ministère de l'Agriculture, selon Mohamed Nabissila, assure qu'une mission sera sur place la semaine prochaine. Les agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal sont toujours dans l'attente de l'appui de l'État suite aux dégâts occasionnés par des rats et des insectes. Serigne Boussobé Bousso, envoyé du ministre de l'Agriculture, par ailleurs producteur dans la zone, reconnaît les difficultés tout en assurant le soutien de l'État. Nous avons effectivement constaté plusieurs centaines d'hectares de dégâts dus aux rats, aux insectes dans plusieurs périmètres agricoles. Et le ministre de l'Agriculture sera bientôt sur le terrain pour constater, mais également essayer d'apporter un soutien de l'État pour ces agriculteurs endommagés. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits sous le régime de Macky Sall en termes de matériel agricole, en termes d'engrais, en termes de semences. Mais cela ne peut empêcher de mauvaises récoltes, surtout pour ces agriculteurs qui ne respectent pas le calendrier culturel. Ce sont eux les véritables problèmes de l'agriculture. Forcément, aujourd'hui, plusieurs agriculteurs appellent à la réorganisation des structures qui les regroupent pour parler d'une seule voix. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Contre l'immigration clandestine, des mesures ont été prises à Kayar. Pêcheurs, autorités locales et la gendarmerie ont mis en place une brigade d'alerte et de veille. Le maire de Kayar a par ailleurs convié les jeunes de la commune à un séminaire de sensibilisation. Le point avec Cheikh Anta Diop. Dans le but de sensibiliser les pêcheurs et jeunes de Kayar, potentiels candidats à cette expédition dangereuse, un séminaire portant sur l'immigration clandestine s'est ouvert à Kayar. L'initiative est du maire de la commune de Kayar et des partenaires comme l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, Alioune Ndoye, maire de la commune de Kayar. Aujourd'hui, bravo, tous les jeunes sont devenus conscients et aussi on a fait un travail extraordinaire, un travail d'information parce que Kayar n'est plus un port d'embarquement. On remercie d'abord la brigade de gendarmerie de Kayar. Au niveau de Kayar, on a créé ce qu'on appelle une brigade d'alerte et de veille. Parce qu'il y a des gens qui sont au niveau de la population qui à chaque fois alertent la brigade pour leur dire qu'il y a un pirogue qui se prépare à partir. Et depuis lors, on a constaté que vraiment le flux a complètement diminué, que aujourd'hui Kayar n'est plus un port d'embarquement. À cette occasion,
de jeunes rescapés de l'immigration clandestine dont Khadim Thiam ont raconté dans les moindres détails leur mésaventure. Depuis 2007. J'ai tenté l'immigration et je suis revenu au pays, ici à Kayar. Mais je demande à l'État de créer les conditions économiques durables en lieu et place de Barça ou Barsac. Mais rester dans la localité et réussir, c'est bien possible. Selon le maire de Kayar, l'État doit mettre en place des programmes. Parce qu'on ne peut pas dire aux jeunes de ne pas partir sans rien leur proposer. Il faut leur proposer quelque chose, leur donner des opportunités pour qu'ils puissent rester. L'accent a été mis sur la sensibilisation autour des ressources disponibles et futures avec l'exploitation du gaz à Kayar. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Face aux députés dans le cadre du marathon budgétaire, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, défend son budget programme depuis ce matin. Nous y reviendrons avec Georges Déthié Diop, attendu cet après-midi, le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop. Il est 12h18. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Seydou Nourouba. Bonjour Binta Diallo. Direction Côte d'Ivoire, les fans des chanteurs Yodé et Siro ont manifesté leur joie après la libération de leurs idoles. Ils étaient placés en garde à vue après avoir critiqué publiquement un magistrat. Gobia Yabi, notre correspondante à Abidjan, était au palais de justice d'Abidjan en reportage. L'émotion a été vive au palais de justice d'Abidjan ce jeudi 3 décembre après l'annonce du verdict de Yodé et Siro. Des fans qui craignaient le pire pour leurs idoles, surtout après leur garde à vue, se sont manifestés à travers des cris de joie. Ce soir, c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'on se dit que le combat a porté. Le combat a porté parce que le Zouglou, c'est un état d'esprit. Le Zouglou dénonce l'état de la société. On ne peut pas dénoncer l'état de la société et se retrouver en prison parce qu'on dit la vérité. Aujourd'hui, c'est une fierté parce qu'on se dit que le Zouglou a gagné un combat et on ne va pas baisser les bras. Si on baisse les bras, c'est qu'on a tué le Zouglou. Le Zouglou reste dans son identité, dénoncer l'état. Nous sommes très heureux ce soir. Wow! Mais en tout cas, vraiment, merci. Au moins, nos artistes rentrent chez eux à la maison. C'est vrai qu'un an de sursis, 5 millions d'amendes, bon, c'est pas ce qu'on voulait l'acquittement total, mais bon, c'est déjà une victoire. On remercie le bon Dieu, on est vraiment contents et on bon vent en eux et on est très contents. Allez, bye bye, wow! Reste à savoir si Yodé et Siro pourront continuer dans leur canevas, qui est celui de l'engagement politique, après avoir écopé de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, qui apparaissent comme une épée de Damoclès sur leur tête. Gobiaïebi, Abidjan, RFM. Et nous restons à Abidjan pour parler de la détention des opposants Pascal Affinguessan et Maurice Kakou, arrêtés début novembre. Le cofondateur du Conseil national de transition de Affinguessan, qui fut porte-parole, est détenu à l'isolement dans une villa de l'école de gendarmerie dans le quartier de Cocody à Abidjan. Et au Cameroun, Seydou, on ne croit plus à la paix dans les régions anglophones. Des tueries et des exactions ont fait plus de 3000 morts et 700 000 déplacés. Le gouvernement s'est résolu à finalement organiser des élections régionales devant permettre ces dites élections régionales à accéder, ou ces dites régions à accéder à un statut spécial, mais ceux-là qui disent avoir tout perdu et fui leur domicile soutiennent que la paix n'est pas pour demain. La paix d'abord, ces régionales n'ont aucun sens en plein conflit. On ne peut pas faire des élections régionales avec des tueries. Il faut d'abord la paix, rétorque-t-il. Au Tchad, le Parlement a adopté le projet de nouvelle constitution lors d'un forum convoqué par le gouvernement il y a de cela un mois, boycotté par une bonne partie de l'opposition et la société civile. Désormais, le Tchad, qui n'a plus de Premier ministre, aura un vice-président. Et pour le président du groupe parlementaire, le mouvement patriote du salut, le MPS, parti au pouvoir, c'est une avancée qu'il faut saluer. Selon Saleh Kezabo, député de l'opposition, le chef de l'État, n'ayant pas réussi à imposer le vice-président comme dauphin potentiel, jette son dévolu sur le président du Sénat qui pourrait ne pas être un élu, Binta Diallo. Diarama El Haj Seydou Nourouba. C'est moi. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Et vous aurez la parole tout à l'heure sur RFM sur la sécurité privée. Quelle législation, quel encadrement? Pour en parler, nous recevrons Cherna Keita, ancien commissaire de police à la retraite, Daoudemine, journaliste administrateur du site IGFM. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour à vous, Binta Diallo. La dépouille de Pape Bouba Diop est attendue en début d'après-midi. Les hommages se multiplient. Et c'est l'ancien président du Racing Club de Lens, club dans lequel l'ancien international sénégalais a évolué pendant bien des années, qui en parle. Il se dit très triste. Il salue la mémoire d'une personne formidable et surtout d'un monument, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. Gervais Martel, qui a animé ce matin à Dakar une conférence de presse. Il est au micro d'Anna Rocha. Une grande tristesse aujourd'hui, joyeux par rapport à ce qu'on va parler, mais triste évidemment avec le décès de Bouba Diop, qui a été, comme vous le savez, un joueur important du club, un joueur important du pays, et surtout une personne formidable. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Bouba depuis malheureusement son décès. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une image qui me plaît bien, c'est Eric Sikora, qui a fait toute sa carrière au RC Lens, qui était capitaine du club, qui a joué évidemment avec Bouba, qui a résumé Bouba en disant que c'était un monument. Et c'est vrai, quand j'ai vu ce qu'il avait dit, Eric, c'était un monument physique, parce que sur le terrain, je dirais, il faisait peur à ses adversaires, mais c'était un monument aussi au niveau de son âme, un monument humain, parce que c'est quelqu'un qui avait une gentillesse profonde en lui et qui était apprécié par tout le monde. Moi, je n'ai pas connaissance de gens qui ont fréquenté Bouba Diop, qui ont pu me dire des choses qui étaient négatives sur Bouba. D'autant plus qu'après avoir quitté Lens, il a continué sa carrière dans d'autres clubs, vous le savez, en commençant par l'Angleterre. Mais après avoir fini sa carrière, il a épousé Marie-Aude et donc il est venu habiter à Arras. Arras, pour vous situer, c'est à peu près à 10 km de Lens. Il a continué malheureusement jusqu'au moment de sa maladie à jouer avec les anciens du RC Lens avec la même gentillesse, la même spontanéité. Et pour moi, c'est quelque chose parce que quand quelqu'un décède, en général, on dit souvent beaucoup de bien des personnes qui décèdent et c'est normal. Moi d'abord, je suis très touché parce qu'il est parti à 42 ans. C'est un âge incroyable pour mourir. La dépouille de Pape Bouba Diop arrive donc cet après-midi à Dakar. Elle sera donc accueillie, cette dépouille, par le chef de l'État Macky Sall. L'inhumation est prévue demain dans sa ville natale Rufisque. Vous venez donc d'entendre Gervais Martel, son ancien président au Racing Club de Lens. Gervais Martel qui a été aussi interpellé ce matin par la presse sénégalaise sur la candidature du président Augustin Senghor au poste de président de la Confédération africaine de football. Il a décidé d'apporter son soutien donc à Augustin Senghor et il va user de son réseau pour le faire passer. Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, club de Ligue 1 française. L'ancien capitaine de l'équipe de France a été démis de ses fonctions à l'issue de la défaite de trop hier en Ligue Europa. Patrick Vieira a été aussitôt remplacé par son adjoint Adrien Ourseya. Patrick Vieira est arrivé à Nice, c'était en 2018. On parle du championnat de France justement avec le début des soirs de la 13e journée de la Ligue 1 à 20h. Nîmes accueille l'Olympique de Marseille qui occupe la 6e place au classement. En Espagne, c'est la 2e journée qui va être entamée ce soir entre l'Atlético Bilbao et le Celta Vigo. En Allemagne, c'est la 10e journée, 19h30 ce soir toujours. Le Hertha Berlin joue contre l'Union de Berlin. Ce sera donc pour le derby de Berlin-Mitte. Afrobasket à présent cher. Afrobasket U18, le Sénégal en garçon comme en fille joue ce vendredi. Oui, le tournoi se déroule pour rappel au Caire, capitale de l'Égypte. Le Sénégal en filles et garçons donc qui va jouer ce soir. Tous vont croiser le Mali, champion en titre. Les filles qui sont arrivées la nuit dernière dans la capitale égyptienne jouent à partir de 18h. Sodetia. L'équipe nationale féminine U18 du Sénégal est arrivée en Égypte quelques heures seulement avant sa première rencontre. Mais le sélectionneur Ousmane Diallo rassure. On est arrivé un peu tard, vers 2h, 3h du matin. Donc l'équipe est là, tout le monde est là. C'est vrai qu'il y a la fatigue, mais bon, nous sommes préparés à ça. On vient de faire une séance de 40 minutes pour essayer de dégraisser un peu. Mais ça se passe bien. Pour sa dernière participation à cette compétition, en 2012, le Sénégal avait été battu en finale par le Mali, son premier adversaire pour cette édition. Mais le sélectionneur fait confiance à son effectif. Nous allons jouer contre le Mali, qui est l'équipe championne, donc respect. Mais ce qui nous amène ici, c'est venir jouer à fond et gagner. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est vrai que ça va pas être facile, mais tout est possible. Donc nos ambitions, c'est de gagner. Donc nous sommes là prêts. Donc ça se passe très bien. Tout le monde est motivé. Bien qu'il y a la fatigue, mais c'est normal
Donc c'est des situations qui arrivent. Pour être champion, il faut gagner l'équipe champion, c'est tout. Le Mali, champion en titre de cette catégorie, a donné hier un signal fort après avoir battu en match d'ouverture le pays hôte, l'Égypte, 64-36. Alors, les protégés du sélectionneur Ousmane Diallo sont avertis. Soretiam, un peu plus tôt, dans l'après-midi de ce vendredi, 15h30, en garçon, le Sénégal s'oppose toujours au Mali, champion en titre, et l'entraîneur Madiane Fall veut bien entamer son tournoi. Nous l'écoutons. Nous comptons donc aborder le match contre le Mali aujourd'hui en toute sérénité. Les gosses psychologiquement ils sont prêts par rapport à ce qui se passe donc antérieurement. Il faut dire que sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan aussi de stratégie de jeu, ce matin on a vu donc tout cela à l'entraînement et que les gosses sont prêts vraiment à en découdre donc avec l'équipe malienne. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une revanche que nous prenons sur cette équipe-là par rapport à la finale donc de 2018. Mais il faut dire que par rapport à cette finale-là, il y avait donc un goût d'inachevé et qu'il faudrait vraiment réparer donc aujourd'hui. Et ces gosses-là que j'ai sous ma coupole sont prêts vraiment à faire un grand match et à obtenir donc le gain de la victoire, Inch'Allah. Donc je dis qu'on est armé donc à tous les niveaux pour aborder donc ce match sereinement et d'y espérer encore décrocher la victoire finale, Inch'Allah. Alors là, je saisis la balle au rebond pour souhaiter une bonne chance à nos équipes nationales U18 qui participent à l'Afro-Basket de leur catégorie. C'est au Caire, le Sénégal qui joue dès cet après-midi en garçon et en fille, Binta. Merci beaucoup, cher Tidiane. Presse du jour. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Pour éviter une deuxième vague de coronavirus, le Sénégal remet le masque. En effet, constate Sud Quotidien, notre pays est sur la corde raide depuis quelques jours. La maladie reprend du poil de la bête. Le monstre qu'on croyait à l'agonie, presque mort, bouge non seulement la queue, mais il est en train de se remettre sur ses quatre pattes. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, n'exclut alors rien, pas même le couvre-feu, énonce le journal AS. Bien sûr, si les cas Covid augmentent. Le journal Les Échos parle de reprise en mai de la lutte et les commissaires de police invités à faire respecter l'édicte, sommet même d'intensifier les contrôles et le directeur de la sécurité publique prend les choses en main. Il somme les policiers d'effectuer des opérations de grande envergure. Le quotidien qui prend la balle au bon soutient textuellement en manchette que l'État met le max, les pleins gaz dans les moteurs et c'est parti pour le contrôle dans les transports et les lieux de rassemblement. Détail, mon confrère. Alors, le commentateur du journal qui semble dépité parle de grands sauts énormes en arrière, mais mon confrère, pas totalement pessimiste, invite les populations à respecter les mesures barrières pour éviter de se faire surprendre comme les autres par l'immonde bête. En tout cas, le Sénégal se trouve entre violation et difficulté d'application. Le Sénégal qui balance, constate le journal Tribune. Alors question, à quand le vaccin anti-Covid au Sénégal pour qu'on en finisse? Pas avant quelques mois, comme le relève le journal L'Observateur dans sa parution du jour, il y a des heures de démarrage du vaccin anti-Covid. Le Sénégal fait sa soumission d'ici au 7 ou 8 décembre. Les commandes vont prendre des mois à cause de la forte demande. Ensuite, le ministère devra résoudre la grosse équation de la vaccination. Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, Idrissa Seck fait son comeback. La Tribune parle de show de Ndamal Kadior face à Macky Sall. Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a réaffirmé sa loyauté à son nouveau maître. La rencontre qui s'est tenue au Palais de la République a vu la participation de Moustapha Niasse, d'Aminata Mbengue Ndiaye et de l'ensemble des partis et coalitions alliés. Autre question évoquée, les locales. On a convenu de commettre un cabinet pour auditer le fichier électoral. Source A informe d'une réunion secrète qui s'est tenue à Dakar, réunion entre les maires du département de Linguère et des proches de Macky Sall sans Aly Ngouille Ndiaye. Pour le journal Source A donc, point de doute, ça sent l'attentat contre Ali. Macky veut neutraliser totalement son ancien ami, ministre de l'Intérieur et non moins maire de Linguère. Mais Sud Quotidien avertit aux locales prochaines, la paix risque de payer cher les effets du dernier remaniement. L'essentiel des communes risque d'aller aux alliés. En général, qui capitule ou bat en retraite, c'est selon les journaux constatent que Kara met la pédale douce dans l'affaire des comptes de redressement. Il demande pardon et promet de ne rien faire qui puisse déstabiliser le pays. Le quotidien note que Kara va plus loin. Ces hommes ne vont plus porter leur tenue
retenue non plus. Pendant ce temps, la procédure se poursuit. Deuxième retour de parquet pour les présumés mis en cause. Révélation de sources à ce matin. À Ouakam, le camp de redressement a ouvert une quinzaine de jours avant la descente sur les lieux de la gendarmerie. Antoine Mendy, appelé communément Ndama Mendy, a profité de sa relation avec le fils de Baba Yao pour disposer de sa propre base. Ce sans le consentement des responsables du Diwan, note encore mon confrère. À la une du journal L'Observateur, cet entretien avec l'ancien député emprisonné pour faux monnayage, Bougazeli parle, il sort de son mutisme, relève le journal, l'affaire des faux billets, les coups de jarnac de ses amis, les souffrances de sa mère et son avenir politique. Bouga dit tout dans le journal Le Soleil, le Conseil constitutionnel à l'heure de l'introspection. Le journal constate que le Conseil veut vulgariser le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. Il veut donc rompre le monopole des politiques en matière de saisine. Mais attention, changer la perception sur le Conseil constitutionnel, ça ne se décrète pas. Mayena Bahoum Diallo, directeur de cabinet du président du Conseil, note que l'avenir du Conseil est celui d'une juridiction plus ouverte aux citoyens. Et puis sport pour boucler à la une du journal Record, l'arrivée du corps du Lion ce vendredi, les adieux de la nation à Pabouba Diop, décoré par le président Macky Sall à titre posthume, relève le journal, élevé aussi au rang de chevalier dans l'ordre national du mérite. Sa dépouille donc est entendue aujourd'hui à 14h à l'aéroport international Blaise Diagne. Bonne lecture à tous. Nous y sommes, point de vue pour parler de la sécurité privée au Sénégal. Quelle législation, quel encadrement? Pour en parler, nous recevons Cheikhna Keita, commissaire de police à la retraite. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire Cheikhna Keita. Bonjour. Nous recevons également notre confrère Daoudomine, journaliste, administrateur du site IGFM. Bonjour Daouda. Bonjour Benta. Alors, commissaire, aujourd'hui, pour donner une définition à la sécurité privée, quelle explication vous en faites? Je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez nous donner d'emblée, c'est quoi une sécurité privée, une définition de la sécurité privée? Bon, on peut s'essayer en formulation en disant qu'une sécurité privée, c'est un dispositif que quelqu'un crée autour de sa personne et de ses biens pour pouvoir s'assurer un certain niveau de sécurité, pour pouvoir se protéger donc et protéger ses biens. Voilà une sécurité privée à sa charge. Ce n'est pas un service qui est fourni par l'État, donc par les services de l'État. C'est un service qu'on s'organise et qu'on prend en charge avec des moyens et une stratégie qu'on crée. Mais au-delà de ça, c'est un service qu'on peut demander à quelqu'un, qu'on peut attendre de quelqu'un. Et c'est là que ça se complique. À ce moment, il y a un ensemble d'acteurs qui sont là. Et l'un est demandeur et l'autre est fournisseur. Ou les uns sont demandeurs, les autres sont fournisseurs. Dans ce cas-là, on se retrouve toujours dans un cercle où l'intervention de l'État devient indispensable parce qu'il est question de sécurité. Oui, mais est-ce qu'il y a une législation en la matière? Allô? Est-ce qu'il y a une législation en la matière? Il n'y a aujourd'hui, en cette matière, aucun cadre juridique précis. Aucune autorisation n'est possible en matière d'organisation, de groupes, de sécurité, de professionnalisation d'individus dans la formation d'agents comment dirais-je encore, de garde du corps ou autre type, dans la formation de groupes de sécurisation en dehors du cadre d'exercice de ces sociétés de gardiennage que nous avons ici en place. Il n'y a pas au Sénégal la possibilité d'avoir même une police d'investigation privée. Il n'y a pas la possibilité de la gérer. Donc, il y a un vide juridique, madame. Oui, il y a un vide juridique d'Audemine. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette forte demande de sécurité privée au Sénégal? Bon, ce qui l'explique, c'est qu'au Sénégal, nous n'avons pas respecté les ratios
parce qu'aujourd'hui, les ratios au niveau international, c'est un policier, un élément des forces de sécurité pour 1000 personnes. Oui. On est très loin de ces ratios-là. Ce qui fait que l'État ne peut pas pourvoir à tout le besoin en matière de sécurité au niveau du Sénégal. Nous avons des milices privées qui sont là depuis Mathusalem, surtout au niveau du milieu religieux, je veux dire. Oui. Vous avez Cheikh Béthiou qui avait sa garde rapprochée, vous avez les Moustarchidines, vous avez Kara, vous avez toutes ces organisations-là qui ont réussi à avoir leur sécurité privée. Maintenant, c'est parce que tout simplement, l'État ne peut pas pourvoir à tout cela. L'État a des pouvoirs régaliens. Il se concentre sur ces pouvoirs régaliens-là, mais on se rend compte également qu'il y a une dispersion un tout petit peu des forces de l'État, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les maisons des responsables politiques, les édifices publics, tout cela, c'est une sécurité publique qui sera obligée d'assurer la sécurité. Vous allez dans les maisons des ministres, dans les maisons des autorités, c'est la police ou bien la gendarmerie qui assure la sécurité. Oui. Maintenant, oui, en l'absence quand même d'une législature, d'une législation en la matière, en absence de cahier de charge, est-ce que cela veut dire que tout le monde peut se lever un bon jour et créer sa propre sécurité? L'État est là impuissant devant tout ce qui se passe. Non, ça ne doit pas se passer comme ça, parce que nous sommes dans un... Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas au Sénégal? Non, c'est le cas. Il y a quand même des gens qui créent une sécurité privée sans pour autant avoir les autorisations qui s'imposent. Aujourd'hui, nous avons un État qui doit organiser tout cela, qui a le monopole de la force légitime, qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui se lèvent un bon jour, qui commencent à mettre en place une sécurité privée. L'État est là en train de regarder. Si vous prenez la sécurité de Kara, est-ce qu'il y a un agrément de l'État? Est-ce qu'il y a une organisation qui a été faite? Est-ce que l'État encadre tout cela? Je ne pense pas. Parce que si l'État encadrait tout ça, je pense que les dérives qu'on est en train de voir comme ça, qu'on est en train de dénoncer, ces dérives-là n'auraient pas lieu. Nous avons également vu avec l'affaire Cheikh Béthiou qu'il y avait également une sécurité privée qui existait. L'État était en train de regarder, mais n'avait pas son droit de regard sur ce qui se faisait. Aujourd'hui, les Moustarchidines et les Mouchadas sont réputés bien organisés, mais je ne pense pas que l'État a un droit de regard sur ce qui se fait là-bas. Donc, je réponds pour dire qu'effectivement, il y a une sécurité privée qui existe comme ça. L'État est là en train de regarder, mais ça ne doit pas se passer comme ça. Oui, parce que dans un État, tout doit être organisé. Absolument. Il y a des textes qui... Oui. Hein? Oui, je dis absolument tout. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un État quand même qui se respecte, un État de droit. Oui, on doit même pas permettre tout cela, parce que quand même un État doit être organisé et un État a un certain nombre d'attributs. Oui. Et parmi ces attributs-là, il y a le monopole de la force légitime. On ne peut pas permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir légiférer, de pouvoir faire un certain nombre de choses, de pouvoir même se permettre d'avoir une prison privée. Aujourd'hui, le commissaire Keita vous a parlé des sociétés de gardiennage. Même ces sociétés de gardiennage, lorsqu'ils arrêtent une personne, ils mettent à la disposition des forces de sécurité légitimes. Quand les agents de la SAGAM arrêtent quelqu'un, ils mettent à la disposition de la gendarmerie. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand on en arrive dans un État où on peut se permettre d'arrêter des personnes, de les juger, de les emprisonner dans des prisons privées, de les séquestrer, ça s'appelle tout simplement de la séquestration. Parce que quand on prend une personne, qu'on mette ces personnes-là en prison, qu'on leur prive de leur liberté sans pour autant qu'il y ait un jugement par les structures qui sont habilitées à le faire, ça s'appelle tout simplement de la séquestration. Je pense que l'État ne doit pas laisser ces choses-là prospérer. Maintenant, s'il y a une demande qui est là, je pense qu'il faut légiférer pour organiser tout cela pour que l'État puisse avoir un droit de regard. Mais justement, commissaire Keita, est-ce qu'il y a possibilité, au rythme où vont les choses, que la création quand même de ces sécurités privées puisse juridiquement être encadrée? Bon, il est question de sécurité. Chaque acte qu'on pose dans ce domaine-là répond à un besoin. Oui. Donc, il y a un objet. On ne peut pas partir de cette situation pour dire est-ce qu'on peut arriver de faire en sorte que ces sociétés soient légalisées. Il y a un glissement qui nous a amenés jusque-là. Il y a une histoire de ces comportements qui est liée à la nature de notre société
qui est composite, qui comporte des groupes et des individualités à statut très particulier, sans que cela ne tienne à la loi, sans que cela ne tienne au droit, mais ça tient à des traditions. Si on veut maintenant, à partir de la conséquence de cela, tirer et régulariser ce qu'ils sont en train de faire, on passe à côté. L'État a le seul pouvoir et le seul à avoir le pouvoir d'exercer la force sans être poursuivi. Oui, mais sauf que commissaire, les services régaliens de l'État seuls ne peuvent pas tout satisfaire. Mais on ne pose pas la question comme ça. C'est l'État maintenant qui... Oui. C'est l'État maintenant qui, à partir de la loi, organise le cadre de prise en charge de ses missions. Oui. On peut comprendre que des particuliers interviennent, mais dans le cadre d'une réglementation rigoureuse, avec tout ce que cela demande pour les capacités à prendre en charge cette mission, avec l'État, à côté de l'État, sous le contrôle de l'État, avec une relation avec l'État qui justifie qu'il soit là et qu'il s'y dépense. Oui. Mais on ne peut pas légaliser et laisser les gens en dehors de cela. Légaliser et mettre des gens ne change pas la donne. C'est l'État qui est responsable de tout cela. Et si l'État n'a pas pu gérer tout ce qu'on a attendu de lui jusqu'à présent, c'est ça ne change pas, ça demeure sa mission. Il doit trouver des solutions. Et la première solution est dans l'encadrement, dans le cadrage juridique, dans le fait de reprendre en main cette situation et de limiter ce que les gens doivent faire, les séparer de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Si on ne prend pas le problème comme ça, on va faire un glissement et répéter la même chose. Parce que, vous voyez, on dit on légalise, mais ce qu'il y a à légaliser et à régler, et plus que le fait de tenir un centre, il y a un problème de compétence, il y a un problème de métier, il y a un problème de formation pour des gens qui vont, comment dirais-je encore, gérer la problématique de la rééducation, la problématique de la réinsertion. Voilà là où on doit aller. Et maintenant, trouver des réponses à cela. Même si l'État n'a pas suffisamment de moyens, il n'en demeure pas moins que c'est sa compétence. Si elle y intègre des gens, la prise en charge doit être totale de son côté. On doit savoir qui, comment faire, qui sont le personnel, comment ils ont été formés. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, parlons de tout cela au lieu de parler d'une légalisation. Sinon, on va créer une situation dans laquelle les gens vont se trouver dans la régularité tout en faisant les mêmes choses que ce qui n'était pas. Avoir une autorisation et monter un camp, comment dirais-je encore, de redressement ou de récupération ne suffit pas. Très bien, Il faut que merci. ce projet-là soit un projet Bien étudié d'un bout à l'autre pour que tout ce que cela comprend soit réglé en amont afin qu'on obtienne le résultat qu'on en attend. Absolument, commissaire Cherna Keita, que nous allons retrouver dans un instant. Terminer avec qui permet à l'État vraiment de se retrouver au centre de cette activité parce que ça, c'est sa responsabilité. Oui, et justement, comment réglementer Daouda si chaque pouvoir arrive déjà à la magistrature suprême avec sa propre milice. Il y a eu les calots bleus, il y a eu les marrons du feu. Comment réglementer tout ça si c'est l'État qui donne le là déjà? Non, je pense que être dans un parti politique et diriger un État, c'est deux choses différentes. Un État est régi par un certain nombre de textes. Il y a des prérogatives qui sont régaliées à un État. Je pense que tout homme politique, dès l'instant où il accède au pouvoir, doit respecter un certain nombre de fondamentaux. Je pense que, bon, c'est vrai, on a eu les calots bleus, on a eu les marrons du feu, tout cela, mais ça reste une sécurité privée qui n'est pas codifiée, qui n'est pas encadrée. Mais je pense que ce qu'il faut faire, comme le commissaire l'a si bien dit, c'est de retourner aux fondamentaux. En faisant en sorte qu'on ait un État fort, respectueux quand même des textes, qu'on mette en place des textes et que tous ces milices privées-là soient mis de côté et que l'État puisse avoir les pouvoirs régaliens pour pouvoir faire
convenablement son travail. Il va falloir qu'il y ait déjà cette volonté politique. Merci Daoudamine, journaliste, administrateur du site IGFM. Merci également à vous d'avoir suivi. À la technique de ce grand journal, il y avait Alune Ba, au digital Yassine Pouy, à la réalisation Mohamed Ali Mouba, régisseur d'antenne Papo Mardiao, 13h, retrouvé Papo Ngagne